Un homme se bat contre l'installation d'une famille minoritaire, mais finit par avoir besoin de leur aide lorsqu'une catastrophe survient. Le soir tombait sur le paisible quartier de Montreval, un endroit où chaque façade repeinte brillait encore des efforts d'un voisinage obsédé par l'ordre et la réputation. Les haies étaient taillées avec une précision militaire, les trottoirs balayés chaque matin et les boîtes aux lettres lustrées comme si elles devaient refléter une image parfaite. Pourtant, derrière cette façade impeccable se cachait une tension que personne n'osait nommer. Jacques Morel, un homme à la cinquantaine fatigué, observait par sa fenêtre comme il l'avait fait chaque soir depuis 30 ans. Son visage buriné portait les traces d'une vie monotone, mais ses yeux gris, durs et étroits, brûlait de méfiance dès qu'un élément étranger menaçait de troubler son univers figé. Ce soir-là, un grondement de moteur rompit le silence habituel. Une camionnette s'arrêta devant la maison vide au bout de la rue, celle que les voisins appelaient « la coquille abandonnée ». Jacques fronça les sourcils en voyant un couple en descendre, suivi de 2 enfants. Le père, Karim, portait une chemise simple mais soignée, ses cheveux noirs légèrement ondulés, collés par la sueur du voyage. La mère, Leïla, portait un foulard coloré qui illuminait son visage doux et rassurant. Leurs enfants, Yasmine et Adam, riaient en courant vers le jardin, découvrant leur nouveau monde. Mais aux yeux de Jacques, il n'y avait rien d'innocent dans cette scène. Pour lui, ces sourires cachaient une menace. La menace de l'inconnu. Il se recula légèrement derrière ses rideaux jaunis, serrant les poings. Dans sa tête, les pensées défilaient à toute vitesse. Pourquoi ici? Pourquoi dans son quartier? Montreval avait toujours été préservé. Un havre de tradition, un cercle fermé où chacun connaissait l'histoire de l'autre. Jacques aimait se vanter que rien n'y changeait jamais, que le temps s'était arrêté dans ces rues pavées. L'arrivée de cette famille représentait pour lui un séisme invisible, une fissure dans les murs de son quotidien. Et cette fissure l'effrayait bien plus qu'il ne l'admettait. Il tenta de se rassurer en se disant que ce n'était qu'une mauvaise impression. Mais son cœur, saturé de rancunes anciennes et de discours empoisonnés entendus dans les cafés, refusait de céder. Son esprit transforma rapidement cette famille en envahisseur. Il voyait déjà des voisins mécontents, des disputes à venir, une perte de valeur de sa maison, des bruits étrangers le soir venu. Ses pensées s'emballaient, construites sur des préjugés qu'il nourrissait depuis des années. Le problème n'était pas Karim, Leïla ou leurs enfants. Le problème était dans les murs de Jacques, dans sa peur viscérale de perdre le contrôle sur son monde figé. Alors, en silence, Jacques se fit une promesse. Il ne les laisserait pas s'installer sans résistance. Il se donnerait pour mission de protéger Montreval de ce qu'il considérait comme une intrusion. Il ne savait pas encore comment, mais il savait qu'il utiliserait les armes qu'il maîtrisait le mieux. Les murmures, les rumeurs, l'influence subtile. Derrière son regard sombre, une décision s'était scellée. Et pourtant, ironie du destin, c'est cette même famille qu'il rejetait qui, bientôt, deviendrait sa seule bouée de sauvetage. Les premiers jours passèrent dans une étrange atmosphère. La famille de Karim s'installait, repeignant les murs, nettoyant le jardin, riant ensemble malgré la fatigue. Jacques, lui, observait chaque mouvement comme un guetteur paranoïaque. Il notait les allées et venues, surveillait le moindre détail, les courses ramenées, les amis venus donner un coup de main, les rires des enfants un peu trop sonores à son goût. Tout était prétexte à la critique. Mais ce n'était pas assez de ruminer dans le secret de sa maison. Jacques avait besoin d'alliés, de spectateurs pour nourrir son ressentiment. Au café du coin, entre 2 gorgées de vin bon marché, il commença à parler. Sa voix grave, chargée de conviction, semait des graines de doute. « Vous avez vu les nouveaux ?» lançait-il. Puis il ajoutait des détails inventés, des bruits suspects la nuit, des regards étranges qu'il prétendait avoir surpris. Il savait que les mots, une fois libérés, se transformaient en poison. Et bientôt, ce poison commença à circuler. Certains voisins, influençables, commencèrent à éviter Karim et Leïla. D'autres, plus prudents, s'interrogeaient en silence. Les enfants, Yasmine et Adam, devinrent des cibles faciles dans la cour de l'école, rejetés par de nouveaux camarades qui ne faisaient que répéter les inquiétudes de leurs parents. Mais ce qui troubla Jacques, c'était la réaction de la famille. Au lieu de se mettre en colère, au lieu de riposter, Karim continuait à saluer les voisins avec un sourire sincère. Leïla préparait des gâteaux qu'elle déposait lors des petites fêtes de rue. Les enfants, malgré les moqueries, ne cessaient de jouer et d'offrir leur joie simple à qui voulait bien la recevoir. Cette patience, cette persistance à offrir de la gentillesse dérangeait profondément Jacques.
Plus ils étaient aimables, plus il voyait son propre venin reflété dans le miroir de leurs actes. Alors, il redoubla d'efforts. Chaque parole qu'il prononçait devenait plus lourde, plus acide. Il croyait gagner du terrain, croyait isoler peu à peu cette famille. Mais au fond, quelque chose commençait à se fissurer dans sa propre armure. Il n'osait pas l'admettre, mais il voyait parfois dans le regard de Karim une force tranquille, une dignité qui le désarmait. Il voyait dans le rire des enfants un éclat de vie qu'il n'avait pas entendu depuis trop longtemps. Pourtant, il persistait, car reconnaître cette vérité aurait été reconnaître qu'il avait eu tort depuis le début. Une nuit, alors qu'il regardait la maison voisine depuis sa fenêtre, Jacques entendit un grondement au loin. Le vent se levait, lourd et oppressant. Le ciel s'assombrissait d'une manière inhabituelle. Une drôle d'odeur flottait dans l'air, une odeur de pluie et de terre mélangée. Jacques crut d'abord à une tempête ordinaire, mais un pressentiment étrange lui glaça la nuque. Il se mit à sourire nerveusement, persuadé que la nature elle-même s'élevait contre les nouveaux venus. Mais il ignorait encore que ce grondement n'était pas un signe de leur départ, mais l'annonce d'une catastrophe qui balayerait toutes ses certitudes. Le troisième jour, tout bascula. Dès l'aube, une lourde pluie s'abattit sur Montreval. Ce n'était pas une pluie ordinaire, pas ces averses passagères que les habitants connaissaient depuis toujours. C'était un rideau d'eau continu, oppressant, qui frappait les toits avec la force de milliers de tambours. Les gouttières débordaient, les flaques grossissaient, et l'air lui-même semblait étouffé sous cette tempête. Jacques, resté cloîtré chez lui, observait par sa fenêtre la rue se transformer en un torrent boueux. Au début, il eut un léger sourire. La pluie allait sans doute ralentir les voisins, retarder les travaux de la famille d'à côté. Mais très vite, ce sourire disparut lorsqu'il comprit que cette fois, la nature n'était pas de son côté. À mesure que les heures passaient, l'eau commença à s'infiltrer dans les caves, puis dans les rez-de-chaussée. Jacques tenta d'écoper avec un vieux seau, mais c'était comme vouloir vider la mer avec une cuillère. Sa maison, qu'il croyait solide comme une forteresse, devenait un piège. Les murs tremblaient sous la pression de l'eau, les meubles flottaient déjà dans son salon, et les souvenirs de toute une vie, albums photos, lettres anciennes, bibelots de famille, se noyait dans cette boue glacée. Sa respiration devint haletante et pour la première fois depuis longtemps, Jacques sentit la peur véritable, non pas la peur de l'autre, mais celle de mourir seul, englouti dans sa propre maison. Alors qu'il tentait désespérément d'ouvrir une porte bloquée par la pression de l'eau, il entendit des voix à l'extérieur, des cris, étouffé par la tempête, mais distincte. Il s'approcha de la fenêtre et aperçut une silhouette dans le déluge. C'était Karim. Trempé, le visage tendu par l'effort, il se battait contre les bourrasques pour avancer vers sa maison. Derrière lui, Leïla tenait une corde attachée à un poteau de lampadaire, une sécurité pour ne pas être emportée par les flots. Les enfants, blottis contre elle, pleuraient, mais restaient courageusement accrochés. Jacques sentit un mélange étrange de soulagement et de honte. Ceux qu'il avait toujours rejetés venaient frapper à sa fenêtre, non pas pour réclamer quelque chose, mais pour l'aider. Karim hurla son nom, mais le vacarme de la pluie couvrait presque tout. Alors il prit une pierre et brisa la vitre, tendant sa main vers Jacques. Ce geste, simple mais puissant, fut comme une gifle pour l'homme enfermé dans ses préjugés. Tout son orgueil criait qu'il devait refuser, qu'il devait se débrouiller seul. Mais ses jambes tremblantes et l'eau qui montait déjà jusqu'à sa taille lui rappelaient une vérité brutale. Sans eux, il ne survivrait pas. Hésitant, la gorge nouée, Jacques finit par tendre sa main. Le contact rugueux mais ferme de Karim fut comme une bouée, une promesse silencieuse qu'il n'allait pas le laisser mourir. Ensemble, avec une force insoupçonnée, Karim et Leïla réussirent à tirer Jacques hors de sa maison envahie par l'eau. La corde, tendue comme un fil de vie, leur permit d'avancer pas à pas dans ce chaos. Chaque pas était un combat contre le courant, chaque respiration un défi. Jacques, haletant, se laissa guider, dépendant totalement de ceux qu'il avait méprisés. Lorsqu'ils atteignirent enfin une zone plus sûre, il s'écroula sur le sol détrempé, ses vêtements collés à sa peau, ses poumons brûlants. Et tandis qu'il reprenait son souffle, ses yeux croisèrent ceux de Karim. Dans ce regard, il n'y avait ni reproche, ni colère. Il n'y avait que la détermination tranquille d'un homme qui avait choisi de sauver une vie, même celle de son pire ennemi.
Le lendemain, Montreval n'était plus qu'une plaie béante. Les rues ressemblaient à des marécages, les maisons éventrées laissaient apparaître leurs entrailles, et l'odeur de boue et de désespoir se mêlait à l'air. Les autorités locales installèrent un centre d'accueil dans le vieux gymnase municipal, transformé à la hâte en refuge. Des matelas de fortune recouvraient le sol, des couvertures étaient distribuées et des groupes de bénévoles tentaient d'organiser le chaos. Jacques, encore sous le choc, se retrouva assis dans un coin, enveloppé dans une couverture rêche. Il avait survécu, mais son esprit refusait encore de comprendre que ce salut venait de ceux qu'il avait combattus. À quelques mètres de lui, Karim s'activait. Son énergie semblait inépuisable. Il aidait à distribuer des bouteilles d'eau, portait des caisses, rassurait les enfants effrayés. Leïla, malgré la fatigue visible dans ses yeux cernés, servait des bols de soupe aux rescapés, son sourire apaisant comme une lumière dans l'obscurité. Yasmine et Adam, malgré leur jeune âge, réconfortaient d'autres enfants en pleurs, partageant leurs jouets et leurs mots doux. Jacques observait cette scène comme s'il voyait pour la première fois. Le voile de ses préjugés se fissurait sous ses yeux. Ce qu'il prenait pour une menace se révélait être une force, une source d'humanité et de courage. Peu à peu, une honte cuisante envahit Jacques. Chaque parole de haine qu'il avait prononcée lui revenait comme une lame dans le cœur. Il se rappelait les rumeurs qu'il avait semées, les regards qu'il avait volontairement chargés de suspicion, les sourires qu'il avait refusés. Et maintenant, les mêmes personnes qu'il avait voulu isoler étaient celles qu'il avait sauvées. C'était comme si le destin l'avait forcé à regarder en face la noirceur de son propre cœur. Le soir, alors que les rescapés partageaient un repas sommaire, Leïla s'approcha de Jacques. Elle tenait un bol fumant entre ses mains et le lui tendit avec douceur. « Vous devez manger », dit-elle simplement. Ses yeux brillaient de fatigue, mais aussi de compassion. Jacques prit le bol, incapable de prononcer un mot. Un nœud lui serrait la gorge. Il aurait voulu s'excuser, mais les mots semblaient ridiculement faibles face à la grandeur de ce qu'ils avaient fait pour lui. Alors, il se contenta d'un hochement de tête maladroit, espérant que ce geste maladroit exprimerait au moins une partie de sa gratitude. Cette nuit-là, allongé sur un matelas au milieu des autres sinistrés, Jacques ne trouva pas le sommeil. Les images de la tempête, de la main tendue de Karim, des sourires malgré la douleur, tournaient en boucle dans son esprit. Pour la première fois de sa vie, il comprit que le danger ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le véritable poison avait toujours été sa peur, sa haine, ses préjugés. Et il se demanda, avec une boule dans la gorge, comment réparer des années de mépris? Comment prouver qu'il pouvait encore changer? Les semaines qui suivirent furent marquées par un lent retour à la normale. Montreval n'était plus ce quartier lisse et ordonné qu'il avait toujours été. Les façades portaient encore les cicatrices de l'inondation, les trottoirs étaient fissurés et les habitants, autrefois si fiers de leur tranquillité, s'activaient jour et nuit pour réparer ce qui pouvait l'être. Pourtant, dans ce chaos renaissant, une nouvelle solidarité s'était installée. Les voisins s'entraidaient, partageaient leurs outils, échangeaient des repas. Le désastre avait effacé, au moins pour un temps, les murs invisibles que la peur et les préjugés avaient érigés. Jacques, quant à lui, se tenait en retrait, observant cette transformation avec un mélange d'émerveillement et de culpabilité. Chaque fois qu'il croisait le regard de Karim ou de Leïla, il sentait son cœur se serrer. Ces deux êtres qui l'avaient calomnié l'avaient arraché à une mort certaine. Leurs gestes avaient bouleversé son univers intérieur, mais il ne savait pas comment l'exprimer. Lui qui avait toujours eu des mots durs et tranchants, se retrouvait aujourd'hui muet devant la simplicité du pardon qu'il lui offrait, sans même qu'il le demande. Un matin, armé d'un vieux pinceau et d'un seau de peinture qu'il avait retrouvé dans son garage, Jacques franchit le pas. Il se présenta devant la maison de Karim, encore marquée par les eaux boueuses. Les volets avaient perdu leur couleur, les murs s'écaillaient. Karim, surpris de le voir, s'arrêta un instant, les outils à la main. Jacques sentit ses jambes trembler, mais trouva enfin le courage de parler. « Je peux aider à repeindre si vous voulez, dit-il d'une voix basse, presque étranglée. Karim le regarda longuement, puis esquissa un sourire qui, au lieu de juger, accueillait. « Bien sûr, Jacques, toute aide est la bienvenue. » Ce fut le début d'un long chantier, mais aussi d'un chemin vers la rédemption. Les jours passèrent, et Jacques,
pinceau en main, se retrouva à rire avec Yasmine et Adam, qui lui faisaient des grimaces depuis les échelles. Leïla lui offrit du thé chaud lors des pauses, et leur conversation simple mais sincère lui faisait découvrir un univers qu'il avait toujours refusé. Chaque mot échangé était une pierre en moins sur le mur qu'il avait construit autour de lui. Il découvrait une famille courageuse, unie, pleine d'amour et de respect, loin de l'image qu'il s'était inventée. Les autres voisins observèrent la scène avec étonnement. Certains, influencés autrefois par ses paroles venimeuses, comprirent que si Jacques pouvait changer, eux aussi le pouvaient. Petit à petit, le quartier entier se transforma. Les méfiances se dissipèrent, remplacées par des gestes d'entraide, des repas partagés, des rires communs. Ce n'était plus seulement Montreval, le quartier figé dans ses habitudes. C'était devenu une communauté vivante, plus riche et plus humaine qu'elle ne l'avait jamais été. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les toits fraîchement repeints, Jacques resta assis devant sa maison. Il regarda les enfants courir dans la rue, leurs éclats de rire résonnant comme une mélodie nouvelle. Il leva les yeux vers le ciel, encore marqué par la mémoire de la tempête, et un frisson le parcourut. Ce n'était pas seulement sa maison qui avait été sauvée ce jour-là, mais lui-même. Il comprit que le véritable danger n'avait jamais été Karim, Leïla ou leurs enfants. Le véritable danger avait toujours résidé dans son cœur. La peur, la haine, les préjugés qui l'avaient enfermé comme une prison invisible. Il inspira profondément et se fit une promesse. Plus jamais il ne resterait spectateur derrière ses rideaux jaunis, à juger sans comprendre. Plus jamais il ne laisserait le poison des murmures dicter sa conduite. Désormais, il voulait être un homme qui tend la main, un homme capable d'apprendre de ses erreurs. Et même si la route vers le pardon et la confiance serait longue, il savait qu'il avait déjà fait le premier pas. Avant de rentrer, il se tourna une dernière fois vers la maison de Karim. La lumière du salon brillait chaleureusement, et il entendait des éclats de voix et de rires qui s'échappaient par la fenêtre ouverte. Un sourire discret étira ses lèvres. Pour la première fois depuis des années, Jacques ne se sentait plus seul. Il n'était plus le vieil homme enfermé dans ses rancunes, mais un voisin, un ami en devenir. Alors, si vous croyez, vous aussi, que la haine n'est jamais plus forte que la compassion, si vous pensez que chaque être humain mérite une seconde chance et que les murs de la peur peuvent être brisés, abonnez-vous, car d'autres histoires, comme celle de Montreval, méritent d'être racontées. Et peut-être qu'ensemble, en écoutant ces récits, nous apprendrons à tendre la main là où nous aurions jadis détourné le regard.